Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour à mes deux invités présents dans le studio. Enfin, je peux dire mon assistante d'abord, Véronique. Bonjour Benoît, bonjour chers auditeurs. Pour l'émission d'Anne Brassier. Et aujourd'hui, quelqu'un qui nous a fait non seulement l'honneur, mais la joie de se déplacer de Lyon, où il fait bien chaud en cette saison. Je veux parler d'Yves Morel. Bonjour Yves Morel. Vous êtes un spécialiste des sciences de l'éducation et on verra comment tout à l'heure. Nous retrouvons donc maintenant notre invité du jour pour évoquer une question qui préoccupe souvent les responsables d'émissions de Radio Courtoisie. Car je crois, Yves Morel, que vous avez déjà évoqué votre livre sur ce micro, mais que votre livre étant d'une densité extrême, et quand je dis densité, c'est un livre qui, en caractère normal, devrait représenter près de 600 pages, hein, si le caractère avait été un caractère moins réduit que celui-là. Densité tout simplement de véritables livres d'histoire, un véritable manuel d'histoire de l'enseignement en France. Et ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage, c'est que le sujet, la crise de l'école en France commence à être rebattu. On ne compte plus les livres et les articles qui ont été publiés sur cette question. Mais je ne suis pas très satisfait par toute cette littérature, dans la mesure où on ne sort jamais d'un faux débat. À mon avis, c'est un faux débat qui oppose les tenants de l'école républicaine à ceux de l'école dite pédagogiste. Et il me semble que poser la question en ces termes, dans les termes de cette opposition, c'est se condamner à passer à côté de la question, c'est s'engager sur une appréciation spécieuse de la situation, et c'est se condamner à émettre sur cette question une analyse qui est complètement faussée, dans la mesure où en fait il n'y a pas d'opposition réelle entre école républicaine et école pédagogiste. Et je me suis appliqué à démontrer dans mon livre qu'en fait l'école pédagogiste découle naturellement et logiquement, le plus naturellement du monde et le plus logiquement du monde, de l'école républicaine. Elle représente une tentative pour faire tenir à l'école républicaine ses promesses démocratiques et égalitaires. Oui, alors c'est le nœud du livre, hein. Là vous m'avez tout de suite dit le nœud du livre, mais moi j'aurais aimé qu'on voit les circonstances, parce que vous êtes un spécialiste de l'histoire du Parti radical, hein, vous lui avez consacré également, un livre. Oui. Est-ce que c'est l'étude du radicalisme qui vous a conduit à vous intéresser après tout à l'éducation nationale, à l'instruction publique, puisque sont très présents les tenants du radicalisme? Oui, dans une certaine mesure, oui. J'ai consacré à l'histoire du radicalisme en France un ouvrage intitulé « Histoire et avenir du radicalisme en France ». Et étudier cette famille de pensée politique français m'a aidé à cerner le phénomène républicain très présent dans la tête de tous les Français, qui structure en fait leur ethos, et à prendre, à constater que à quel point cet état d'esprit républicain représentait un moule bien structuré, rigide, dans lequel devait se couler la morale de tous nos concitoyens, et en particulier l'éducation destinée à former ces citoyens, à prendre la mesure du caractère rigide et on peut dire totalitaire de l'école républicaine. Alors, avant d'aborder ce que vous appelez, avant de dresser les contours de ce que vous dénommez école républicaine, vous évoquez, de manière assez approfondie d'ailleurs, ce qu'a pu être auparavant
l'éducation et la manière d'éduquer sous Oui. l'Ancien Régime, vous évoquez Athènes, les racines lointaines Oui, du j'évoque mode de Athènes. transmission du savoir. Oui, j'évoque également ce qu'était l'éducation sous l'Ancien Régime, avec les écoles cathédrales pour les écoles du peuple, les frères des écoles chrétiennes, à vocation d'éducation populaire également, et puis les collèges des grandes congrégations religieuses, en particulier des jésuites et des oratoriens. Et Alors c'était une école évidemment confessionnelle. oui, c'était des écoles confessionnelles, mais c'était des écoles qui totalement indépendantes de l'autorité de l'État. Mais on ne peut pas parler de liberté de l'enseignement à l'époque, dans la mesure où toutes ces écoles sont sous la tutelle de l'Église. Elles sont animées par des maîtres ecclésiastiques et sous l'Ancien Régime, l'Église, quoique distincte de l'État, participe tout de même de la puissance publique. On ne peut donc pas parler d'enseignement libre. Donc d'une certaine époque, manière, voilà, vous estimez que c'est finalement, à sa manière, elle n'est pas si différente de l'école dite d'État qui lui a succédé. Oui, dans une certaine mesure, oui, elle présente beaucoup de points communs. Mais ce qui a retenu mon attention Oui. dans cet enseignement d'Ancien Régime, c'est que on y découvre tout à fait à l'œuvre les prémices de ce qu'on appelle le pédagogisme actuellement. Et on s'aperçoit qu'en fait, le souci de la pédagogie, le souci de mettre le savoir à portée des élèves les plus modestes et les plus intellectuellement faibles, est très présent déjà à cette époque. Et à l'époque, personne ne trouvait ça révolutionnaire, personne ne trouvait ça scandaleux. Et mais par écoutez, conséquent, c'est la démarche de toute espèce d'enseignant que de vouloir mettre à la portée. Non, mais ce que je je veux dire, c'est que les préoccupations pédagogiques des pédagogistes Oui. ne sont en elles-mêmes nullement scandaleuses ou révolutionnaires. On les trouve à l'œuvre dès l'Ancien Régime. Et on les trouve à l'œuvre également sous la Révolution française avec Condorcet. Condorcet, en 1791-1792, présente à la Convention 5 mémoires sur l'instruction publique. Bon, généralement, les tenants de l'école républicaine font grand cas de Condorcet pour lui opposer le Pelletier de Saint-Fargeau et une conception proprement révolutionnaire. Et c'est un moment très important parce que vous estimez que à ce moment-là, justement, naît cette école républicaine et cette école républicaine naît coupée en deux. Oui, enfin, absolument. en tout cas, avec en quelque sorte une dualité qui va la poursuivre et qui la poursuit encore de nos jours entre les partisans de ce pédagogisme de Condorcet et les partisans de cette école magistrale, vous diriez, héritée de Le Pelletier. Le Pelletier de Saint-Fargeau. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, les tenants de l'école républicaine, je pense en particulier à Ramayad, dans son livre intitulé Pour une instruction publique, Ramayad oppose Condorcet, qu'elle interprète dans un sens conservateur et républicain traditionnel classique ferriste, et le Pelletier de Saint-Fargeau qui serait le révolutionnaire terroriste, père du pédagogisme. Mais en fait, c'est une vision totalement spécieuse dans la mesure où, chez Condorcet, on trouve déjà des préoccupations pédagogiques extrêmement modernes. Condorcet parle de plaisir, parle plaisir et désir. Oui, de désir, de l'élève. de désir, de plaisir. Il déclare que le maître doit autant que possible placer le savoir à portée de son élève, à tel point que celui-ci n'aurait qu'un tout petit effort à faire pour y accéder. Condorcet donc parle déjà de mocher le travail en quelque sorte, de se mettre à la portée des élèves. Condorcet parle de désir, Condorcet parle de plaisir,
Et à bien des égards, il pourrait passer pour un précurseur de Philippe Mérieux et de ce qu'on appelle les pédagogistes. Inversement, le Pelletier de Saint-Fargeau n'est pas, contrairement à ce que dit Ramayad et contrairement à ce que disent d'autres, un précurseur du pédagogisme. Le Pelletier de Saint-Fargeau préconise la constitution d'écoles casernes, d'instituts casernes, dans lesquels les élèves seraient élevés à la spartiate, essentiellement dans la foi républicaine. Et c'est exactement à l'opposé du caractère individualiste, du caractère personnaliste de Condorcet. Et qui a votre préférence? Oui, qui a ma préférence. Entre Le Pelletier et Condorcet, qui n'opterait pas pour Condorcet. Qui a ma préférence, et Condorcet, Le Pelletier de Saint-Fargeau, sa conception de l'éducation est à l'opposé même des tenants du pédagogisme actuel. D'ailleurs, donc déjà l'opposition entre la générosité de l'idéal émancipateur et la brutalité d'une réelle politique conservatrice apparaît en matière d'éducation comme en tout autre domaine dès la Révolution française. Et je vais vous dire mieux. Sous la Troisième République, les Républicains, enfin au pouvoir définitivement à partir de 1879, ne s'inspirent pas lorsqu'ils instituent l'école primaire obligatoire et laïque avec Ferry, ne s'inspirent pas de Condorcet, mais s'inspirent bien plutôt de l'idéal spartiate et totalitaire, entre guillemets, de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Et le Code Soleil, qui est le code de conduite et de méthodologie dispensé aux instituteurs, présente beaucoup plus d'analogies avec la conception de Le Pelletier qu'avec celle de Condorcet. Alors, vous n'êtes pas un manichéen. Vous refusez justement le manichéisme. Vous citez énormément tous vos collègues qui ont écrit sur ces questions, et d'ailleurs d'une manière beaucoup moins complète que vous. Je pense à Brigelli, je pense à Liliane Lursa, etc. Qui finalement s'inscrivent dans une dialectique, puisqu'elles opposent, comme vous dites, ils opposent tous deux le pédagogisme à cette école républicaine. Vous leur répondez, le monde ne se divise pas en deux camps, les bons et les méchants. Sans doute, les pédagogistes ont-ils contribué à la dégradation de notre système d'enseignement et l'ont peut-être accéléré et aggravé, on verra pourquoi tout à l'heure, mais ils ne sont pas des usurpateurs qui se sont emparés du pouvoir scolaire par un coup de force, une stratégie diabolique et perverse de longue haleine ou quelques jeux d'intrigue. Ce pouvoir, ils l'ont conquis naturellement, logiquement, légitimement. C'est l'école républicaine elle-même qui a de longue date préparé leur avènement, et pas seulement en raison de ses défauts, de ses faiblesses, de ses imperfections, non, mais en raison même des valeurs et des principes qui l'inspire depuis toujours et dont elle n'a cessé de se réclamer en raison de l'idéal politique et social qu'elle promeut depuis ses débuts. Oui, tout à fait. Mais dès le départ, l'école républicaine, née de la Révolution française, dont on trouve les prémices sous la Révolution française, cette école républicaine est fondée sur des promesses démocratiques et égalitaires. Et il faut se souvenir que la Révolution française comporte en 1793 et 1794 une phase rigoureusement égalitaire, avec la promesse d'institution d'une république fondée sur l'égalité totale non seulement des droits, mais des conditions et des situations sociales. Et à partir de ce moment-là, l'école va être liée par ses promesses, et la République elle-même aussi va être liée par ses promesses. Et elle aura du mal, par la suite, à défendre un ordre social réel, c'est-à-dire un ordre social hiérarchisé, puisqu'elle aura fait ses promesses d'égalité complète. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sous la Troisième République, Jules Ferry a auprès de lui, pour principal collaborateur, son directeur de l'enseignement primaire, Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson constitue avec Ferry l'école républicaine, l'école primaire ferriste, coupée, réservée au peuple et coupée du lycée et de l'université de l'élite. Donc Ferry participe à la création de cette école duale, école du peuple, école de l'élite. Oui, d'une nomenclature. Mais en même temps,
par la suite, Ferdinand Buisson, en 1914, lorsqu'il vieillit, il est devenu un militant actif du Parti radical et de la Ligue des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande l'ouverture de l'enseignement secondaire aux enfants du peuple, et il affirme que cette ouverture de l'enseignement secondaire doit être le point de départ de constitution d'une société rigoureusement démocratique et égalitaire. Il dit que la démocratisation, c'est un projet social. La démocratisation de l'enseignement secondaire ne sera pas le dernier mot de l'histoire politique, de l'histoire de la Révolution, mais pourrait en être le premier. Autrement dit, la finalité de la République et la finalité de la Révolution est bel et bien, par l'école, la constitution d'une société démocratique et égalitaire. Et qu'ont fait les pédagogistes modernes, sinon tenter de faire tenir à l'école républicaine ses promesses. Parce que ces promesses existaient, et après tout, on pouvait très bien considérer, à juste titre, que le caractère dual de l'école populaire, université, réservée à l'élite sociale, une élite fondée sur l'argent, sur la naissance, sur la fortune et sur l'héritage culturel, était une imposture du point de vue républicain. Oui. Et ça, les tenants actuels de l'école républicaine affectent de ne pas le voir. De ne pas s'en souvenir. Ils ne veulent pas s'en souvenir. Ils fondent la défense de l'école républicaine leur fonds de commerce. Je pense à des gens comme Brigelli, comme Fanny Capel, comme Denis Colin, tous extrêmement superficiels. Ils veulent vendre, ils veulent faire du tirage, ils veulent disons qu'ils en restent un peu trop aux symptômes. Oui, ils restent aux symptômes. Et puis ils veulent surfer sur le mécontentement actuel. Et du coup, ils affectent d'oublier de ne pas voir que l'école républicaine a directement engendré cette école pédagogiste sur laquelle ils tapent à coups redoublés, si je puis dire. Oui, ça je crois que vous le démontrez d'une manière impressionnante dans ce livre. Et le pire, c'est que, bien entendu, comme tous les tenants de l'école républicaine, ils dissimulent leur conservatisme catégoriel, leur conservatisme de professeurs agrégés campés sur la défense de l'école qui leur a réussi. Ils le dissimulent derrière une rhétorique alibi de type marxiste, fondée sur la lutte des classes, les grands combats pour l'émancipation du peuple, la dénonciation de l'Europe, du néolibéralisme, de l'Europe complice, du capitalisme international, etc. C'est un peu facile, hein, quand même. Bon, je serais un peu moins critique sur d'autres tenants de l'école républicaine, comme Liliane Nursa et Pena Ruiz, qui eux ont des analyses beaucoup plus serrées, beaucoup plus justes, mais eux aussi, de toute façon, ne voient pas ce lien généalogique qui unit très profondément l'école républicaine et l'école dite pédagogiste qu'ils dénoncent aujourd'hui. Vous écoutez Radio Courtoisie. Anne Brassy est aujourd'hui remplacée par Benoît Mancheron, qui reçoit Yves Morel pour nous parler du système scolaire français. Et le livre dont nous parlons s'intitule « La fatale perversion du système scolaire français ». Alors les tenants de cette école républicaine dont vous parlez, finalement considèrent que l'acte de naissance de la crise ne date en gros qu'en 1989. Oui, alors c'est très avec la commode. loi cadre Jospin. C'est très commode parce que 1989, c'est la date de la loi cadre Jospin, cette loi cadre du 10 juillet 1989 qui place l'élève au centre du système scolaire. Bon, c'est extrêmement commode pour eux. Ça leur permet de dater précisément le début de l'ère du vide, comme ils appellent ça l'ère du vide, comme dit Brigelli. Seulement, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que la décomposition et le marasme de notre institution scolaire et universitaire a commencé bien avant. Elle commence en fait dès le début des années 60. Et d'ailleurs,
un auteur, le fameux Jacques Narbonne. Jacques Narbonne, qui a été conseiller du général de Gaulle pour les questions d'éducation de 58 à 68, s'en est fait l'écho dans son livre publié en 1994. Il s'alarmait de la massification incontrôlée des études secondaires et supérieures, de la baisse continue du niveau des élèves et des contenus et de la valeur des examens et des diplômes. Oui. Tout est dit, Totalement, oui. Et Jacques Narbonne a très bien décrit ce phénomène. Il a très bien décrit quelle a été la dégradation de la situation de 58 à 68 dans son livre intitulé De Gaulle et l'éducation, un rendez-vous manqué chez De Noël. Mais je voulais... faire une incidente. Oui, je voulais revenir sur, disons, la responsabilité des principes sur lesquels est fondée l'école républicaine dans la massification de l'université, enfin la massification du lycée et de l'université actuellement. Ces principes ont pesé extrêmement lourd. Bon, effectivement, pour vous, ces principes reposent sur l'idéologie. Oui, Ils ne reposent pas sur un regard. Et ça, à mon avis, les Lumières du XVIIIe siècle, les grands révolutionnaires et les républicains du XIXe siècle ont une très lourde responsabilité parce que ils ont tous fondé leur combat sur une conception anthropologique qui réduisait l'homme à sa plus simple expression, à savoir à la raison. L'homme est avant tout un être de raison. Il est essentiellement ça. Il n'est rien d'autre. Et cette raison, il l'assimile à l'intelligence. Cette intelligence, il l'assimile au savoir, puisque le savoir, pour eux, est ce qui confère la dignité et ce qui permet à l'homme d'utiliser adéquatement sa raison et, à partir de là, de faire valoir ses droits et de les défendre efficacement. C'est oublier la multiplicité de l'intelligence. Oui, totalement. La pluralité, totalement, le pluralisme de l'intelligence. Et partant, l'intelligence est identifiée au savoir et le savoir est identifié à la connaissance positive. La connaissance positive est identifiée aux connaissances scolaires. Alors, ce que je dis dans mon livre, je parle d'une équation, ce que j'appelle des équations infernales qui courent dans la tête de tous les Français. Bon, à mon avis, l'éthos de nos contemporains, et pas seulement de nos contemporains d'aujourd'hui, de nos contemporains, disons, de toute l'ère contemporaine, depuis la Révolution française, est fondé sur 3 équations diaboliques. Bon, alors la première, c'est dignité égale considération, égale intelligence, égale instruction et culture, égale distinction, égale école et titre. C'est-à-dire pour les républicains, pour tous les tenants de l'école républicaine, la dignité de l'homme siège dans sa raison. Sa raison s'assimile, s'identifie à son intelligence se réduit à l'instruction, à la culture et au savoir académique. Celui-ci engendre la reconnaissance par la distinction et le signe de cette reconnaissance qui en impose, ce sont les titres universitaires. Deuxième équation diabolique, égalité des droits égale égalité des situations. Ça nous vient tout droit de la Révolution française, de la phase égalitaire de la Révolution française. Et troisième équation infernale, démocratie égale socialisme, qui nous vient également tout droit de la Révolution française. Dans la pensée républicaine, l'école est la matrice de la constitution d'une société nouvelle, rigoureusement démocratique, mais égalitaire, surtout égalitaire. La véritable démocratie étant regardée comme l'égalité totale des situations économiques et des situations sociales. Voilà, et ça c'est depuis les républicains et tout ce qui se réclame de l'héritage de la Révolution française
tend à considérer que une révolution, une démocratie n'est jamais achevée tant que subsiste en son sein une quelconque hiérarchie, un quelconque ordre social, et tant qu'on n'a pas instauré une égalité rigoureuse des esprits. Voilà. Et ça c'est terrible. C'est absolument terrible. Et c'est ce qui explique cette aspiration à un idéal égalitaire renforcé par le fait que, du point de vue de l'idéologie qui sous-tend la République, la dignité est subordonnée à la raison, la dignité découle de la raison et de l'intelligence, a incité les Français à revendiquer une égalité scolaire totale. C'est-à-dire, dans un premier temps, une égalité d'accès, la suppression des obstacles pécuniaires, des obstacles financiers, la gratuité, des obstacles d'ordre culturel également. Et puis, dans un second temps, puisque ça ne suffisait pas et puisque les inégalités subsistaient, la revendication du droit à suivre les études, à ce que tout le monde suive les études les plus poussées et les plus académiques, et finalement la revendication du droit de succès aux examens. Ouais. Autrement dit, tout le monde doit avoir le bac. Au nom de l'égalité foncière par la raison de toutes les intelligences, voilà. Du fait que nous sommes tous in essentia égaux, puisque nous sommes tous intelligents, des êtres intelligents et rationnels, nous devons tous, chacun à son rythme, doit suivre le même parcours intellectuel, le même parcours de formation et accéder aux registres les plus élevés du savoir, certains y arrivant beaucoup plus lentement que d'autres et avec des dispositifs d'assistance adéquats. C'est une vision complètement fausse de l'être humain. Et de l'esprit humain, de l'esprit de l'intelligence, de l'âme, du cœur, de la raison. Je parlais de la lourde responsabilité des principes sur lesquels se fonde l'école républicaine, des principes qui remontent aux Lumières et à la Révolution française, mais il porte également une certaine responsabilité, l'idéal de culture, l'idéal de civilisation de l'Ancien Régime, en particulier de la monarchie bourbonienne. En effet, sous l'Ancien Régime, à partir de Louis XIV, à partir de l'absolutisme Louis XIVien, à partir de Versailles, à partir du pensionnement à la cour des écrivains et des artistes, s'est fondé un idéal culturel aristocratique fondé sur la culture de l'esprit, des lettres et des arts. Lui-même, nous venant tout droit d'Athènes, de la scolée athénienne, qui était une civilisation du loisir. Il faut quand même pas oublier que la scolée athénienne, la scolée d'où vient le mot école, la scolée désignait le loisir, mais le loisir intelligent à donner à la culture de l'esprit. Qu'on opposait évidemment à tout type d'activité. À la scolée, l'absence de loisir, l'activité servile dans la mesure où elle est liée à l'idée de subsistance. Et chez les Latins, chez les Romains, on trouvait l'osium, la culture le loisir, la culture de l'esprit, opposé au negocium, qui est le commerce qui est l'activité économique, l'activité mercantile. Et donc le mal est très lointain. Le mal remonte très loin. Bon, parce que vous n'opposez aucun type finalement vous estimez que la véritable école n'est pas seulement celle de la raison, évidemment, mais celle de, après tout, surtout dans une société... les travaux manuels... Oui, mais surtout dans une société extraordinairement complexe comme la nôtre. Hein. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime où il y avait un tiers-État, une noblesse et une société par ordre. Une société d'ordre. Nous ne sommes plus non plus sous la Troisième République où on avait une classe paysanne, un prolétariat, quelques classes moyennes, et puis une bourgeoisie dominante. Bon, la société d'aujourd'hui est extrêmement complexe.
Les classes moyennes sont extrêmement nombreuses, on n'arrive pas à en cerner la configuration, on ne sait pas où elles commencent, où elles finissent. Et en fait, c'est presque le prolétariat, le nouveau prolétariat. Oui, tout à fait. Mais c'est une société qui s'est incroyablement complexifiée et par conséquent, la conception de l'élite est nécessairement plurielle. Les mérites, les élites, les visions du monde sont nécessairement plurielles et l'école doit répondre à cette pluralité aujourd'hui. Le moule républicain est tout à fait hors de propos aujourd'hui. Véronique va lire un long passage de votre livre qui éclaire un autre aspect de votre réflexion. Alors, auparavant, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, que l'invité de ce jour, l'invité de Benoît Mancheron qui remplace Anne Brassier, est Yves Morel, pour parler de la fatale perversion du système scolaire français. Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de notre époque que l'effort de substitution à la transmission impositive du savoir d'un mode d'acquisition des connaissances fondé sur la prise en compte des étapes du développement de l'affectivité et de l'intelligence de l'enfant est abouti à une pédagogie dogmatique propre à brimer les élèves comme leurs maîtres. Le lexique de cette pédagogie didactique se décline de l'apprenant au groupe classe, de l'émetteur au récepteur et de l'interface au référentiel, bondissant ou non, sans parler du jargon propre à la pédagogie documentaire que nous avons déjà évoqué. Son contenu didactique est constitué de principes à fondement prétendument scientifique et de propositions logiques de portée générale. Héritière en ceci de l'illusion qu'ontienne, elle croit pouvoir, à la manière suivant laquelle Durkheim envisageait la pédagogie et la sociologie, établir une science normative et une technique sûre de l'éducation de l'individu ramenée à sa dimension universelle et de la vie en société. On est loin de la pédagogie de l'étonnement chère à Louis le Grand. Le vice de cette pédagogie officielle, expression de ce que les décideurs tirent des résultats de la psychologie de l'enfant, réside dans le raccourci abrupt qu'elle opère entre eux et la gestion de la réalité concrète, toujours polymorphe et aussi toujours singulière, et dans la confusion qui s'ensuit entre la nécessaire abstraction en laquelle évolue le chercheur afin d'élaborer une théorie scientifique des faits qu'il étudie et les règles toujours empiriques et variables de la méthode jamais totalement rationnelle et constamment approximative de l'enseignant en situation. Or, problématisation et modélisation valent pour la science seule. Et s'il existe des sciences de l'éducation, psychologie de l'enfant, sociologie du public scolaire et du corps enseignant, histoire des institutions scolaires, didactique des disciplines, économie des systèmes éducatifs, il n'existe pas, en revanche, une science de la pédagogie. Celle-ci ne saurait devenir, au rebours du rêve de Durkheim, une discipline universitaire, non plus que les connaissances et techniques documentaires exigibles des candidats au CAPES de documentation. Nous avons affaire ici à des pratiques, des techniques si l'on veut, possédant certes leur logique, laquelle peut certes constituer l'objet d'une théorie, mais dont l'essence demeure empirique et s'articule autour d'un savoir-faire, d'une compétence pure nettement distincte de la connaissance et du savoir que l'enseignement ne possède pas nécessairement. L'élaboration de cette connaissance, la constitution de ce savoir, de ce corpus en sciences de l'éducation, offre son utilité pour l'élucidation de la relation pédagogique, voire son amélioration, mais ne saurait constituer un postulat fondateur, un principe, une référence dogmatique du type de l'Aristoteles Dixit, non plus qu'un modèle méthodologique ou pratique pour l'exercice du métier d'enseignant. Les sciences de l'éducation et les établissements voués à leur recherche, INRP, universités, CNRS, doivent rester extérieurs et latéraux à la formation des enseignants,
initiale et continue. Leur influence doit se manifester sous forme d'apports, pas de lois scientifiques, encore moins de principes philosophiques ou idéologiques. Faute de cette nécessaire distance, ils assèchent, dessèchent et pervertissent ou stérilisent la relation pédagogique, la sensibilité intellectuelle des jeunes et le rapport de ces derniers à la connaissance. Partant, ils leur instillent l'aversion de l'école dans le temps même où ils ôtent au maître la passion d'enseigner. Quel résumé quel magistral résumé, Yves Morel. mais tout votre livre est à l'avenant, hein, Véronique. Je crois que tu l'as largement... Oui, il a été lu et relu. On constate qu'il est truffé de citations et de références également qui étayent solidement tout ce qui est dit. Ce que j'aime énormément, c'est votre approche extrêmement empirique, extrêmement humble de la réalité de cette situation. Vous cherchez vraiment à désidéologier, à désenclaver, à faire sortir de la crise continue, parce que à vous lire, il y a quelque chose d'effrayant, Yves Morel. C'est qu'on a l'impression que véritablement, vous parliez de Louis XIV, hein, du Versailles, enfin depuis de Versailles jusqu'à nos jours, on a l'impression que l'éducation nationale ou l'instruction publique, tout ce que vous voudrez, est en crise. Oui, elle est en crise dans la mesure où, en fait, en France, l'enseignement a toujours été une affaire d'État finalement. Sous l'Ancien Régime, comme je vous l'ai dit, l'enseignement relevait des congrégations religieuses, des écoles des congrégations religieuses, qui dépendaient de l'Église. L'Église représentait une part de la puissance publique. Et puis, par la suite, l'État a toujours cherché à imposer sa mainmise sur l'éducation. Bon, il y a eu la Révolution, les projets de la Révolution, les décrets Lacanal en 1795, la loi d'Aunoux en 1795, et puis après, il y a eu la création par Napoléon des lycées et de l'Université de France en 1802 et 1806. Et puis, en 1833, la fondation par Guizot, sous la monarchie de Juillet. Qu'est-ce que vous lui en voulez à celui-là? Oui, tout à fait, pour la constitution de l'école primaire, une école primaire réservée au peuple, d'où est directement issue l'école de Jules Ferry. Et d'ailleurs, un autre auteur a démontré merveilleusement cette filiation, c'est Christian Nick, dans son livre « Comment l'école devint une affaire d'État ». Chez Nathan. Il démontre qu'en fait, Ferry n'a fait que reprendre l'école de Guizot en la rendant obligatoire, en la modernisant et en la laïcisant. Et au XIXe siècle, nous avons construit une fusée infernale à 2 étages, avec d'une part l'université napoléonienne, englobant le lycée et les facultés, réservées à l'élite, et plus tard, quelques 20 ans plus tard, avec Guizot, la constitution d'une école primaire du peuple réservée au seul peuple. Et le tout coiffé par un ministère de l'instruction publique. Alors, à partir de là, comment voulez-vous que les Français, peu à peu, se demandent pourquoi, lorsqu'ils sont d'origine modeste, ils ne peuvent pas sortir de l'école primaire et accéder au lycée puis à la faculté. Et très vite, la conception de la démocratisation de la société va être entendue non pas comme un effort pour adapter la société à ses nouveaux besoins économiques, aux transformations générales de l'économie et des rapports sociaux, etc., mais va être entendue comme le besoin irrépressible de faire entrer, fût-ce de force, tous les gens de toutes conditions dans les cursus académiques les plus classiques et les plus sélectifs. La vraie solution au problème de l'enseignement ne saurait donc venir que de la rupture avec ce modèle d'école républicaine. Des personnalités aussi différentes, voire opposées, que Philippe Nemo, conservateur républicain et admirateur nostalgique de l'école de Jules Ferry, et Patrice Ranjard, pédagogistes désespérés par l'immobilisme corporatiste et égoïste des enseignants, sont tous deux arrivés
par des voies très différentes, au terme de réflexions et d'analyses très différentes, à cette conclusion. La régionalisation de l'institution scolaire, la défonctionnalisation de ses corps enseignants et administratifs, la constitution d'associations éducatives et enseignantes privées contractuellement liées à l'État, le chèque éducation sont autant de voies à explorer. Quant aux universités, elles retrouveront leur lustre à la seule condition d'acquérir une totale autonomie administrative, gestionnaire et financière. À cet égard, la loi LRU n'est bénéfique que si elle constitue une étape vers une telle autonomie. Enfin, la nécessité de séparer institutionnellement l'enseignement scolaire, primaire et secondaire, et l'enseignement supérieur et la recherche est devenue évidente. Il existe aujourd'hui 2 ministères distincts et égaux en dignité. Mais la distinction doit également se traduire par la séparation des fonctions de recteur et de chancelier des universités. Tout cela n'est pas facile pour une nation comme la nôtre, édifiée par l'État, souvent contre le reste du monde, le Saint-Empire, l'Europe coalisée, etc. Mais le monde sans frontières d'aujourd'hui rend nécessaire, si l'on veut relever avantageusement les défis du présent, la libération des initiatives particulières, publiques ou privées, l'État ne conservant qu'un rôle certes très important d'impulsion et de coordination. Ceci est extrait donc de La fatale perversion du système scolaire français, ouvrage d'Yves Morel qui est l'invité de ce jour. Souhaitez-vous ajouter un mot, Yves Morel, pour conclure cette émission? Oui, autour ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que actuellement, comme je le disais au début de cette émission, nous sommes prisonniers d'un faux débat qui oppose les défenseurs de l'école républicaine, qui ont actuellement le vent en poupe compte tenu du marasme actuel, et les partisans de ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire l'effort d'adaptation de l'école à un public de masse. Bon, mais comme je le disais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le marasme actuel, le marasme pédagogiste actuel découle le plus naturellement du monde et le plus logiquement du monde de l'école républicaine. Et on ne sortira de ce système infernal qu'à condition de rompre avec le principe de l'école républicaine et surtout avec le principe de l'école d'État. Non, vous allez très loin. Mais oui, mais tout à fait. Mais il le faut, c'est une nécessité. Alors, certains vous diront que c'est une vision libérale. D'autres vous diront qu'au contraire, c'est un retour à la responsabilité des parents dans l'instruction de leurs enfants. Tout à fait. Et c'est une responsabilité naturelle. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Philippe Nemo, c'est un droit naturel. Philippe Nemo, dans un article déjà ancien, ça remonte à 12 ans, disait mais il est incroyable que dans une démocratie moderne, les parents n'aient pas le droit de choisir l'éducation qui convient à leurs enfants, qu'on n'ait pas le droit de choisir le type d'établissement qu'on veut fréquenter. Vous citez bien nos grands révolutionnaires qui nous expliquent que nous ne sommes que des géniteurs, mais que l'enfant appartient à la société. Mais écoutez, ce que je dis est à ce point vrai que comme il a été rappelé à l'instant, deux auteurs qui sont pourtant très éloignés l'un de l'autre, Philippe Nemo et Patrice Rangère, ont un tel point de vue. Philippe Nemo est un conservateur libéral qui est admiratif pourtant de l'école de Jules Ferry, mais il en vient à penser qu'il faut faire éclater le système d'État et constituer un enseignement résolument libre. Et Patrice Rangère, qui pourtant est un homme de gauche, un homme de gauche qui a travaillé à l'INRP, qui n'a pas renié ses idées de gauche, qui est libertaire, qui en est venu à souhaiter l'atomisation extrême du système actuel, la régionalisation extrême de l'institution scolaire et universitaire, et finalement la responsabilité, l'autonomie pleine et entière des établissements d'enseignement. Je pense que les auditeurs auront compris en quoi vous êtes passionné des sciences de l'éducation.
dont vous faites finalement votre... Vous vous intéressez à toutes les écoles de pédagogie, vous consacrez des pages et des pages à Mérieux, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, il faut dire que bon, j'ai tout de même été l'élève de Mérieux aussi pendant un moment, quand j'ai fait mon DEA de sciences de l'éducation. Hein. Et j'apprécie beaucoup que vous en parliez sans ironie, vous, bien sûr que vous montrez tout l'idéalisme, toute la part d'idéologie de... Non, mais le problème, disons, l'inconvénient de Mérieux et de son camp, ce n'est pas qu'ils ne résident pas dans leurs analyses pédagogiques, leurs analyses psychopédagogiques. Ils résident dans le fait que ils veulent imposer un type, comme les républicains d'ailleurs, hein, ils veulent imposer un type de pédagogie unique pour tous les publics. Ils veulent imposer une pédagogie réservée à des élèves, disons, en difficulté ou privés d'héritage culturel, à tout le monde. Et ils veulent, sur ce modèle, sur leurs idées, réformer la totalité du système scolaire et universitaire. Vous êtes un pluraliste. Oui, fondamentalement pluraliste. Les méthodes pédagogiques, il faut les mettre absolument à l'action. Enfin, il faut les étudier en fonction de leur efficacité. S'il y a quelque chose dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité révélée, il n'y a pas de vérité unique à imposer. Bon, notre société est plurielle et il faut être pluriel. Il faut être fondamentalement pluraliste, notamment en matière d'enseignement, en matière scolaire et universitaire. Là, je suis catégorique là-dessus. C'est pour ça que je refuse de me revendiquer de l'école républicaine ou de l'école pédagogiste. C'est un faux débat, un débat pipé et un débat stérile, non seulement stérile, mais qui nous fourvoie complètement dans l'appréciation de la situation scolaire actuelle et la recherche des remèdes à y proposer. Et je vous remercie infiniment de l'avoir écrit et de nous l'avoir aussi bien expliqué, en tout cas, à travers ce livre, parce que même, comme vous le disiez chez nous, finalement, on ne va pas jusque-là, on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Et les quelques livres qui sont sortis récemment, notamment sur les pédagogistes, ne vont pas jusqu'à conclure, comme vous, à l'identification du mal. Oui, je sais. Bon, on se borne à critiquer les pédagogistes, à critiquer leurs ancêtres. Bon, je prends l'ouvrage récent. C'est fini? Non, il nous reste quelques secondes et Véronique va nous redonner les références de votre livre. À l'ouvrage de Jean de Viguerie, publié sur les pédagogues. Oui. Il reprend les critiques que lui-même a formulées sur les ancêtres du pédagogisme. Il les critique, il tape dessus à coups redoublés, mais finalement, ce qu'il dit a déjà été dit 100 fois. Et il ne voit pas, il ne discerne pas la racine du mal, qui est justement la culture d'État qui a présidé à la constitution de notre institution scolaire et universitaire, en particulier depuis la formation de l'idéal républicain. Donc l'invité était Yves Morel, qui nous a parlé de la fatale perversion du système scolaire français.